Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau débat sur la chaîne bleue, Canal de Info. Un nouveau débat, comme cela est de coutume, tous les soirs sur votre chaîne d'information en continu, qui va nous ramener une fois de plus au Congo après les résultats du référendum qui était très attendu, qui était très craint, le référendum de toutes les peurs, on avait dit. Et le Congo-Brazzaville a donc eu son référendum. On va dire que ça soutient son référendum et même le résultat de son référendum. Le président congolais, en tout cas le camp du oui, l'emporte avec près de 92%, un peu plus de 92%, pour un taux de participation qui est officiellement indiqué autour de 72%, alors que l'opposition de ce côté-là crie à une véritable mascarade et évalue le taux de participation à près de 10%. Au-delà de ce résultat, le Congo va forcément devoir vivre. Denis Sassou Nguesso va forcément devoir ramener la calmie et la paix dans ce pays qui a connu quand même quelques soubresauts avant ce référendum. Tout le monde s'inquiétait de ce qui pouvait se passer au cours de cette journée tant attendue et que non, cela s'est plutôt passé dans le calme, même si quelques leaders de l'opposition là-bas se plaignent de ce que finalement les libertés individuelles et les libertés basiques ne sont plus respectées. On va donc revenir sur ce référendum au Congo, mais on va surtout essayer de voir quel avenir pour le Congo. Voilà donc ce qui sera la thématique centrale de cet autre débat sur Canal de Info. Merci une fois de plus, Madame, Monsieur, d'être au rendez-vous et nous allons accueillir les deux invités qui vont nous permettre d'échanger sur cette question, d'explorer quelques voies et moyens autour du contexte congolais et surtout de l'avenir autour du paysage politique de ce pays. Et le premier invité que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau, c'est bien évidemment notre ami Yam Timba, sociopolitiste et analyste, avec nous dans ce studio. Merci et bonsoir Yam d'être là. Merci beaucoup Christian Dobo, c'est un honneur pour moi. Mais je ne suis pas sociopolitiste, je suis philosophe. Philosophe en premier, et derrière il y a cette capacité analytique qu'on ne va pas vous dénier. Merci beaucoup. Yam Timba, philosophe sur ce plateau et analyste aussi. Merci d'être là. Nous avons notre consultant habituel et notre confrère Eli qui est avec nous dans ce studio. Eli, merci d'être là. C'est un honneur, c'est toujours un plaisir d'être là. Voilà, c'est une question qui vous intéresse à plus d'un titre, le Congo-Brazzaville. Vous semblez être une voix qui plaide pour un peu plus d'ouverture, en tout cas sur le champ politique de ce côté-là. On va donc au cours de cet échange essayer de scruter quelques contours de cette autre actualité-là. En tout cas, le référendum qui était clair s'est déroulé, peut-être pas dans les conditions, mais Eli, on peut quand même porter un regard sur les résultats avant de voir un peu dans la profondeur ce qui pourrait se dessiner au Congo actuellement. Oui, les résultats vraiment m'ont surpris parce que si on regarde un peu le taux de participation officiel donné, c'est un peu comme si la population, ce que la population voulait n'a pas été pris en compte. Mais écoute, c'est arrivé, nous devions nous accommoder avec ces réalités et puis les Congolais et tous ceux qui aiment le Congo doivent maintenant développer une autre stratégie. Et je pense, quel qu'en soit notre grief qu'on peut en avoir, la paix n'a pas de prix. Mais c'est maintenant au vainqueur qui doit avoir la capacité d'ouverture pour la stabilité du Congo. Moi, j'ai toujours dit ça serait un match aller et retour. Et le match aller, le président Denis Sassou Nguesso va gagner. Mais le match retour serait plus difficile pour lui. Mais il a les clés quand même pour pouvoir gagner ce match retour, vous dites? Pour le match retour, il a aussi les clés. Mais ça serait difficile parce que ceux qui vont le recevoir pour ce match retour ne vont pas lui donner les cadeaux. Donc, il y aura une bonne offensive, une très bonne défense. Et on va voir s'il ne fait pas attention, il va encaisser beaucoup de buts. Donc, il va falloir qu'il révise peut-être la stratégie. Exactement. On reviendra. Alors, mon cher Yam, le regard que vous portez sur ce référendum, au-delà de toute la contestation qu'on a pu voir, n'est-ce pas, avant son déroulé, il y a quand même un résultat. Quelle est l'image que vous, finalement, retenez de ce référendum et l'appréciation que vous pouvez faire de ces résultats? Le refus du développement. Le refus du développement. Oui. On va vous écouter. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être au pouvoir depuis 1979 et espérer continuer à être au pouvoir après 2015. D'ailleurs, y être encore en 2015, c'est quelque chose qui est tout simplement incompréhensible. Le pouvoir use.
Et il use beaucoup plus que n'importe quelle autre activité et le pouvoir n'a de valeur que s'il est partagé, contrairement à ce que les gens croient. Ce n'est peut-être pas une impression partagée en Afrique? Malheureusement, et c'est tout le drame de l'Afrique, parce que les causes profondes de notre, ou l'une des causes les plus importantes de notre sous-développement, ce n'est pas tout à fait la géostratégie internationale, mais c'est l'incapacité de nos dirigeants à savoir passer la main. Il faut apprendre à savoir que vous ne pouvez pas ne pas reproduire ce qui se fait dans toutes nos familles. À la maison, à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, le fils aîné ou l'un des fils qui en a l'autorité, eh bien, prend les devants. Et le papa, naturellement, sans qu'il y ait un référendum, sans qu'il y ait une consultation populaire de quelque nature que ce soit, cède le pas à celui qui devient le nouveau chef de famille. C'est comme ça que ça se passe chez les Bantous. Et tout le drame de l'Afrique est là. Et donc, le référendum du Congo, c'est carrément une gifle à la jeunesse congolaise, mais également, c'est une occasion pour rappeler quand même aux acteurs politiques et à la société civile, une plus forte implication, surtout à la société civile, et aux acteurs politiques, un peu plus de méthode et de stratégie. Il est quand même inacceptable, même devant la force la plus brutale, de penser que ce référendum est quelque chose à quoi il faut donner une quelconque valeur. Ce n'est pas sérieux. Alors, on peut retenir votre point de vue, mais du côté du camp Sassou, certainement qu'on vous reprendra que le référendum est là, les résultats sont là. On va quand même s'interroger sur un certain nombre d'attentes. On va rentrer dans un certain nombre d'éléments maintenant que le référendum est là. On a tenu des discours, il y a eu des réflexions, il y a eu des analyses. Et il s'est tenu avec plus ou moins d'intérêt de la part, n'est-ce pas, des actants. Aujourd'hui, de votre point de vue, quelles pourraient être les attentes les plus immédiates dans ce processus quand même, qui annonce certainement d'autres couleurs? Bon, d'abord, je voudrais j'ai vu répondre un peu à Yann Timba. Sassou Nguesso est venu au pouvoir en 79, il est parti en 92, donc il y a eu un certain passage de 5 ans. Vous pensez qu'il a soufflé un peu pendant cette période? Oui, il a soufflé un peu. Vous savez, j'aime citer ce proverbe burkinabé. Même si vous n'aimez pas le lièvre, il faut reconnaître qu'elle court vite. Donc il faut reconnaître quand même à M. Sassou Nguesso d'avoir quand même abandonné le pouvoir pendant 5 ans. Quoi que disent les autres que pendant ces 5 ans-là, il tirait les ficelles derrière. Il y a un petit bémol. Et de l'autre côté, je suis très content que c'est un philosophe, un penseur. Moi, j'ai compris sur beaucoup de plateaux, me dit qu'on est bantou. Et quand on est bantou, on ne doit pas laisser le pouvoir. Vous avez donné un exemple, même dans une maison, dans nos familles, à un moment, le papa ou la maman ressent vraiment que, écoute, je ne peux plus. C'est un jeune ou le plus vieux de la maison. Naturellement, vous dites. Naturellement. Maintenant, en ce qui concerne votre question, les attentes, c'est quoi? Ça serait un peu difficile. Normalement, les attentes, c'était peut-être de consolider les acquis de Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il ne faudra pas que, quand on est en train de juger quelqu'un, on le présente comme un diable, il n'a rien fait. Non. On doit reconnaître quand même que sur le plan de l'infrastructure, le nouveau Sassou, c'est lui qui est venu après la guerre civile qu'il a organisée avec l'aide de la France, en l'occurrence M. Chirac, a quand même changé le Congo en termes d'infrastructure. Ça, on ne peut pas refuser parce que c'est un pays qui n'avait pas de route. En 50 ans, ils n'ont pas de route, mais c'est pendant le nouveau Sassou de 97, le retour, qu'il a découvert qu'il y a les erreurs qu'il avait fait. Il a conçu des routes. Ce qui est remarquable, c'est cette route entre Pointe-Noire et Brazzaville. Vous voyez, c'est un peu comme vous êtes à Douala, vous ne pouvez pas partir par route à Yaoundé. Les Camerounais peut-être se plaignent, mais il y a quand même de bonnes choses au Cameroun. Peut-être ce n'est pas assez. Le Cameroun a la capacité de trop faire, mais quand on fait une comparaison avec les autres, vous voyez, donc il n'y a pas de route. En termes d'infrastructures, il en a établi des infrastructures au Congo. Et je pense que normalement, c'était le moment des bilans et comment consolider. Parce que dans sa stratégie, c'est quoi? C'était de faire du Congo un hub de l'Afrique centrale, un peu ce qui était dans l'AEF à l'époque. Mais maintenant, quelles sont les attentes maintenant? C'est difficile de dire, parce que en changeant la constitution comme il a changé, ça met un peu en péril toutes les ambitions que lui-même avait fixées pour son pays. Parce que maintenant, un investisseur, pour venir investir dans un pays où l'avenir est incertain,
c'est compliqué. Donc, moi, je pense que c'est fait. Donc, ce qu'il va faire maintenant, l'attente, c'est quoi? Peut-être créer un gouvernement d'union nationale, essayer d'apaiser tout le monde, et en essayant d'apaiser tout le monde, c'est la planche à billets qui va jouer. Et j'ai peur de risques inflationnistes qui fera que l'économie congolaise et la vie de Congolais lambda, pas les Congolais élites, le happy few, va être encore plus difficile. Donc, je pense que c'est difficile. C'est peut-être consolider son pouvoir, essayer de avoir beaucoup de gens de son côté. C'est ça qui est difficile pour le président Sassou Nguesso. Alors, les attentes dont on parle ici sont forcément celles sur lesquelles on devra attendre, n'est-ce pas, on va dire peut-être le nouveau Sassou, parce qu'il y a eu le nouveau Sassou après la guerre civile, peut-être qu'il y aura un autre nouveau Sassou après le référendum. Alors, Yam Timba, peut-être que vous aviez quelque chose d'autre à ajouter, mais il y a quand même que, même sur le plan social, sur le plan de la configuration, n'est-ce pas, de la société, il va falloir peut-être que Sassou Nguesso marque des points pour consolider ou bien ramener les uns et les autres à cette vie d'union et d'entente qui devrait quand même caractériser la nation. Vous savez, à partir du moment où, dans un pays, on ne respecte pas la loi, on pense qu'on peut changer la loi à tout moment, eh bien, vous n'aidez pas le pays à se stabiliser. Les règles, la fonction première de la loi et de la loi fondamentale qu'est la Constitution, c'est de stabiliser l'État. C'est de stabiliser la société. Aujourd'hui, il faut que les choses soient clairement entendues. Lorsque vous organisez un référendum où vous modifiez la Constitution tout le temps, en fonction de vos propres ambitions, il y a un sérieux problème dans la nation. Parce que, malheureusement, ce que la plupart des gens ont ressenti dans ce référendum, c'est une sorte de messianisme. On ne comprend pas pourquoi certains ou la plupart des dirigeants africains se prennent pour des messies. Et ça, c'est un gros problème. Vous n'êtes que des êtres humains. Vous n'êtes différents en rien des autres. Mais vous avez certainement eu la chance de diriger un État et de le construire. Vous ne pouvez pas nécessairement penser à chaque fois que sans vous, le pays ne vivra pas. Et encore, vous parliez tout à l'heure des infrastructures ou du Sassou 2. C'est très amusant, un Sassou 2. Bon, il y aura peut-être un Sassou 3. De dire que le Sassou 2 a construit des infrastructures, il a vu les erreurs qu'il a commises avant, d'accord. Mais l'héritage, il faut savoir laisser un héritage. Lorsque vous en faites trop, vous finissez par détruire votre héritage. Je pense que si le président Sassou était parti justement en Sassou 2, il aurait laissé quelque chose qui chez les Congolais aurait signifié « il a su devenir un grand homme ». Évidemment, ce n'est pas que ces gens-là n'auront rien fait. Quand on est président de la République, on fait forcément quelque chose. Mais on peut faire mieux. Et en ce qui concerne les attentes du peuple congolais, parce que c'est ça qui est le plus important, les attentes du peuple congolais ont été clairement exprimées pendant cette période, pendant le bouillonnement qui a précédé le référendum. Les Congolais ont besoin de changer de dirigeants. Ils ont besoin d'un renouvellement de la classe politique et ils ont besoin que désormais, et comme dans la plupart des pays africains, un certain nombre d'élites, malheureusement, qui appartiennent au même camp. Parce que dans le Congo, l'intermède de 5 ans ne signifie pas que pendant 40 ans, il y a eu vraiment un changement en quelque sorte, mais il y a le même régime depuis 40 ans. Les gens ont besoin de voir quelque chose de nouveau, penser autrement, et ça va libérer des énergies au Congo, qui est un pays qui a énormément de potentialités. Alors, cher monsieur, on va essayer de rentrer un peu dans la compréhension de la situation, à la fois sociétale et politique même, hein, n'est-ce pas, du Congo, pour voir un peu finalement si ces alternatives qui sont souvent souhaitées, et puis même cette alternance qui est souvent évoquée dans ce cas de figure, peut trouver finalement des piliers sur lesquels on pourrait compter au Congo. Mais avant d'y aller, Elie et finalement Yam, est-ce qu'on pourrait quand même voir, au-delà de tous ces griefs, dans la stratégie de Sassou autour de ce référendum, quelques éléments qu'on pourrait considérer comme étant des forces qui auraient permis à Sassou, bon gré, mal gré, de passer quand même avec son référendum? Je pense que vous posez une question par l'absurde. En réalité, je vous dis encore, la base de la vie d'un État et d'un pays, ce n'est pas ce que veut le président de la République, c'est la loi. Mais il faut bien peut-être prendre en compte la réalité, la pratique. Non, la réalité, la vision pratique, c'est celle que définit la loi, qui disait, M. Sassou atteint par la limite d'âge,
il est atteint par le nombre de mandats, il doit partir. C'est ça la vision pratique, c'est ça la loi. À partir du moment où vous ne respectez pas la loi, à partir du moment où vous ne laissez pas le jeu politique, le jeu légal, ce qu'on appelle finalement le jeu, parce que société vient de compagnonnage, c'est-à-dire les ententes tissées et qui ont été formalisées dans une constitution, à partir du moment où vous ne les laissez pas jouer, eh bien, ce que vous provoquez dans cette société, c'est que le prochain président se dira, mais on l'a fait avant, je peux le faire. Vous créez une jurisprudence qui est dangereuse. Et à partir de là, malheureusement, ce qui est en train d'être fait au Congo et qui a été fait dans d'autres pays d'Afrique est un mauvais message pour le futur de l'Afrique. Et particulièrement pour le futur de la zone la plus pauvre d'Afrique, qui est l'Afrique centrale. C'est très mauvais. Donc, enfin, Vous n'y voyez finalement aucune arme politique ou bien stratégie politique? En réalité, c'est autodestructeur pour nos pays. Ce qui peut, malheureusement, on est obligé de faire avec la réalité. Et la réalité, c'est qu'apparemment, les forces autour de Sassou Nguesso maîtrisent mieux le Congo et ont réussi à faire passer ce référendum. Eh bien, aujourd'hui, si Sassou s'est amélioré, le président Sassou s'est amélioré. La version Sassou 2. Version Sassou 2 peut nous produire un Sassou 3 qui est meilleur. Ce serait déjà quelque chose ce serait un atout, quelque chose qu'on peut considérer. Mais de manière générale, les principes sur lesquels s'organise une société ne sont généralement pas des choses sur lesquelles il faut s'amuser et après revenir tout le temps. Parce que chaque fois, quand vous revenez là-dessus tout le temps, eh bien, vous n'avez plus une société, vous n'avez plus un État, vous avez quelque chose qui est tout simplement un bazar dans lequel, en fait, le plus fort décide à chaque fois de reconsidérer les règles, de les réorganiser, de faire avancer les choses. Il peut très bien faire, il peut construire des infrastructures, réorganiser le pays, le rendre meilleur, mais il n'est pas un messie. Quelqu'un d'autre aurait pu prendre le relais et en s'appuyant sur son héritage, parce que cet héritage à ce moment-là aurait été très précieux et presque sacré, construire beaucoup mieux. Alors, on va peut-être prendre véritablement en compte le fait que ce soit un pas en reculant sur le plan des avancées, entre guillemets, démocratiques. On le prendrait comme ça là. Ce qui est certain, c'est que le Congo a eu son référendum. Sassou est là. On espère peut-être avoir une version 3 de Sassou encore meilleure que la version 2. Mais on peut quand même aussi jeter un regard sur l'opposition congolaise, sa stratégie, sa manière et sa capacité de mobilisation. Elie Smith, vous dites souvent que cette opposition est courageuse, mais est-ce qu'il faut lui donner du crédit quand on voit quand même comment elle s'est comportée parfois? Oui, mais avant de revenir sur ce que je voulais un peu répondre à la stratégie que vous avez demandé pourquoi. Je crois que les gens qui ont fait Sassou fait ce qu'il a fait. Vous avez les gens comme sa fille, Claudia Sassou Lembumba. Vous avez Jean-Dominique Okemba, qui est le contre-amiral, qui est son conseiller spécial, et son neveu. Et vous avez des autres personnes comme Alex Soudan Nono, qui était conseiller au secrétaire général du parti au pouvoir. C'est la famille pour vous? Oui, et vous avez... Bon, vous savez, moi je pense, l'argument qu'ils donnent, c'est ceci. Ils disent que le Congo, parce que souvent c'est l'héritage, le passé, qui fait peur souvent à nos chefs d'État, de parti. Et ce n'est pas normal. C'est que les gens disent ceci. Dans l'argumentaire, parce qu'il y a un certain nouveau mot qui se passe au Congo, on dit il y a une certaine génération Williams et les générations Prince Charles. Donc je ne comprends pas. Mais ils disent que Sassou a voulu changer cette constitution. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le Congo a beaucoup de gens, il y a tellement de rancœur au Congo. Ils estiment qu'en 2023, quand Denis Sassou Nguesso va partir, il y aura suffisamment de moments pour l'émergence d'une autre classe moins rancunière. Voilà ce que quelqu'un de la Sérail qui m'a dit, parce que je lui ai demandé, mais ce n'est pas normal. Avec tout ce que Denis Sassou Nguesso a fait, vous êtes en train de détruire tout son héritage. Maintenant, en venant sur l'opposition que vous dites, oui, l'opposition au Congo est courageuse. Parce qu'on peut faire une comparaison. C'est un peu comme au Cameroun dans les années 90. Au Congo, maintenant, il y a une violence inouïe organisée par l'État. Figurez-vous, tous les opposants actuels sont en résidence surveillée. En l'occurrence, André Okombi Salissa, Guy Brice Parfait Kolela, ils sont en résidence surveillée. Même Clément Mirassa, Mathias Nzong, c'est les gens comment s'appelle Pierre Mabiala, qui est le secrétaire général de l'UPADS, qui est le premier parti
d'opposition intra-parlementaire. Eux tous sont sous le mandat sur un épée de Damoclès pour être arrêtés. Donc, il y a une violence inouïe qui existe au Congo qu'on ne sait pas. Je vous donne un exemple. L'autre fois, la police elle-même est allée mettre le feu dans les stations de pétrole dans un quartier qu'on appelle Wenze parce qu'il veut arrêter Okombi Salissa et parfait. Il veut rééditer ce qu'ils ont fait en 2013 pour l'arrestation du général Marcel Ntchourou. Donc, c'est difficile. Pourquoi je dis que c'est quand même courageux de leur part. Mais de l'autre côté, le péché de l'opposition congolaise, comme beaucoup d'oppositions en Afrique francophone, est l'unité. Ils n'ont pas d'unité. Il y a souvent cette lutte de chef. Qui serait chef? Ils n'ont pas eu l'humilité, par exemple, d'apprendre ce qui s'est passé, par exemple, au Nigeria. Après 2011, quand l'opposition a perdu, ils se sont réunis. Ils ont dit, parmi nous, ce n'est pas un problème de diplôme, ce n'est pas un problème de la capacité de s'exprimer, mais c'est qui a plus de chance. Je vois qu'entre nous deux ici, celui qui a plus de chance, c'est M. Yam. Je me plie, je dis que M. Yam Timba, vous êtes devant. C'est ça qui n'a pas eu lieu au Congo. Donc, c'est la capacité de l'unité de l'opposition. Et l'autre chose, on a joué sur une certaine division qui existe au Congo, une division ethnique. Au Congo, il y a toujours eu ce problème entre le sud intellectuel, brillant, et le nord, entre guillemets, des gens qui aiment l'armée, donc un peu des rétrogrades, pas éduqués, sauvages. Et ça a été toujours joué. Et même c'est ça qui a fait le coup d'État de 68. On peut dire que c'est une révolution de Marianne Ngouabi et tout. C'est une certaine rectification, une correction qui se faisait pour que c'était une opportunité des nordistes de prendre le pouvoir. Donc, l'opposition n'a pas eu l'occasion de s'organiser. Mais on doit les féliciter quand même. Parce qu'ils ont eu l'occasion d'organiser le plus grand meeting que vous avez vu, on a diffusé tout à l'heure, le 27 septembre. Ça a surpris tout le monde. L'opposition n'est pas organisée. Oui, mais vous voyez même ce meeting qui a eu lieu, c'était une surprise. C'est la première fois depuis 1997 qu'on voit cette telle mobilisation. Mais en dehors de ça, la société civile aussi, on a vu une jeunesse qui s'est émergée. Donc, on ne peut pas les balayer d'un revers de la main. L'opposition s'organise dans un pays totalitaire, stalinienne, un peu soviétique. C'est pas un peu trop fort, là? Non, c'est pas trop fort. C'est la réalité au Congo aujourd'hui. Stalinien, totalitaire? C'est un pays totalitaire. Ben, vous figurez-vous dans un pays où on peut aller chez toi, on t'arrête, on viole tes enfants, on te tue, sans que personne ne dise rien. Figurez-vous, il n'y a plus d'Internet au Congo aujourd'hui. Tu peux envoyer des SMS. Les stations comme RFI, tous, s'ils avaient la capacité de bloquer Canal 2 Info, on devait bloquer. Pourquoi on ne voit? Donc, il faut féliciter cette opposition-là. Pour l'instant, Canal 2 Info n'est pas touché. Alors, Yam, il y a quand même que... on peut toujours continuer d'épiloguer sur la capacité de l'opposition à non seulement s'unir, mais à développer une stratégie qui puisse mettre à mal, n'est-ce pas? Quand on a le peuple derrière soi, on dit souvent qu'on a finalement la force avec soi. Et deuxièmement, on a quand même vu des dissensions aussi au cours de cette période avant référendum, où la société civile commençait déjà à s'ériger aussi contre l'opposition, qu'elle ne trouvait pas suffisamment représentée dans les marches. On a vu des jeunes qui ont continué quand même à revendiquer, mais en finalement se rejetant la classe politique dans son entièreté, que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition, parce que cette société civile estimait que l'opposition finalement jouait un jeu qui n'était pas très sincère. Le problème de nos oppositions, la plupart du temps en Afrique, c'est que ce ne sont pas forcément les éléments les plus brillants ou les plus vifs qui en font partie. Et le drame de la société civile, c'est qu'elle est brillante, elle est intelligente, elle est intellectuelle, elle est cultivée, elle a beaucoup d'expertise et malheureusement, elle ne s'engage pas. Et ça, c'est l'un des problèmes les plus importants de l'Afrique centrale en particulier. Vous avez une société civile très puissante qui est dans les affaires, qui est dans les professions libérales, qui est extrêmement puissante. Malheureusement, cette société civile ne s'engage pas. Cette société civile passe également beaucoup plus de temps à critiquer l'opposition qu'à lui faire des propositions. Et personne dans un pays, l'opposition congolaise, ne déteste pas le Congo. Ils aiment le Congo. Le président Sassou Nguesso et toute sa majorité présidentielle, j'ai du mal à croire que ces gens-là n'aiment pas le Congo. Le seul problème, c'est qu'il y a certainement un meilleur moyen de mieux construire le Congo. Et c'est là que la société civile doit jouer son rôle d'arbitre. On l'a vu au Burkina, on peut le voir ailleurs. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé au Congo, c'est qu'on a une opposition qui est fragile,
qui est, vous avez dit courageuse, je l'ai trouvée incroyablement courageuse. Parce que beaucoup de gens ne savent pas forcément comment ça se vit, comment on vit au Congo. Et le drame de l'Afrique centrale, c'est qu'elle est extrêmement fermée. Même si un pays comme le Cameroun est limitrophe avec le Congo, les Camerounais savent très peu de choses du Congo. Si vous demandez à la plupart des Camerounais de vous citer 3 villes du Congo, je suis sûr qu'ils vous en citeront 2 ou 1. Pourquoi? Et c'est ces choses-là qui font que malheureusement, la plupart du temps, nous avons une perception très difficile de ce qui s'y passe. Mais l'opposition congolaise gagnerait, comme la plupart des oppositions d'ailleurs, à faire un travail de long terme. Vous ne pouvez pas penser que vous allez saquer un régime qui est en place depuis des décennies, parce qu'ils sont là depuis longtemps, ils connaissent bien le pays, ils le maîtrisent. Vous ne pouvez pas changer ce régime simplement sur une opportunité politique. Vous devez faire un travail de terrain. C'est très difficile si vous êtes surtout en résidence surveillée ou sous le coup d'un mandat d'arrêt, mais utilisez tous les moyens qui sont les vôtres. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut se dire que pour son pays, on doit être capable de tout faire. Et le drame des pays comme le Congo, c'est que malheureusement, quand vous regardez tous les noms que vous avez cités, une bonne partie de ces gens économiquement sont fragiles. On ne fait pas de la politique, on ne va pas parcourir un pays alors qu'on n'a pas un seul sou dans la poche. Il doit y avoir, et c'est là que la société civile pêche, parce qu'elle doit soutenir les leaders qui lui semblent être les leaders les plus à même de porter ou de présenter une vision du Congo. Encore faudrait-il qu'elle déniche à travers ces leaders-là, justement, la capacité à le faire. C'est peut-être là la prochaine question. Je vais vous dire, on fabrique les leaders. On ne naît pas leader. Vous dites à coup de dollars, on peut fabriquer ces leaders. Il faut quand même qu'il y ait de la matière pour que finalement les deux se retrouvent. Je vais vous dire quelque chose. Si Samuel Eto'o-Fils n'avait pas été encadré, il ne serait pas devenu Samuel Eto'o-Fils. Il ne faut pas rêver. Les leaders politiques... Mais il fallait aussi qu'il y ait le génie de Samuel Eto'o-Fils. Ces gars qui sont dans l'opposition congolaise ont déjà prouvé ce dont ils sont capables. On ne va pas leur faire le procès de n'être rien du tout. Ils ont fait des choses qui prouvent à suffisance qu'ils ont de la matière. Et ayant cette base-là, ayant démontré ce dont ils sont capables, ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est d'être encadrés. Tous ces gens qui sont des experts comptables, des experts juridiques, des cadres, des managers, des avocats, des médecins, c'est à eux, s'ils veulent vraiment changer le Congo, d'aller vers ces gens-là et de leur dire, sur le plan de la santé, voilà ce qu'il faut faire. Sur le plan du droit, voilà ce qu'il faut faire. Sur le plan de la gestion de nos ports, de nos aéroports, voilà ce qu'il faut faire. Malheureusement, la plupart de ces hauts cadres... Mais sauf que, mon cher Yam, sans vous couper, toutes ces professions libérales et autres que vous avez citées n'ont toujours pas le nerf de la guerre, le financement dont vous parliez. Non, ces gens ont quelque chose... Non, ces gens ont quelque chose de formidable. Je n'ai pas parlé d'argent. Je parlais de leur expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre... Les leaders de l'opposition congolaise ne sont pas omniscients, ils ne savent pas tout. Vous avez même des experts en technique de négociation qui peuvent justement aller auprès d'eux. Maintenant que le référendum est passé et qu'il va falloir passer à une phase de négociation, le pouvoir a laissé entendre qu'il restait ouvert aux négociations et au dialogue. Il faut pouvoir aller dans ce dialogue avec des arguments structurés d'une manière telle que vous êtes suffisamment fort pour mener une négociation de ce niveau. La plupart, personne ne peut avoir toute l'expertise du monde. Et c'est là, je vous dis encore, et il y a une brèche qui s'ouvre, ce dialogue-là, il va falloir que ce soit un dialogue constructif dans lequel la société civile doit s'impliquer un peu plus. Les jeunes qui sont dans les universités, qui sont de plus en plus, qui connaissent de plus en plus de choses, doivent s'impliquer parce que ce pays, ce Congo, ce n'est pas pour M. Sassou qui a plus de 70 ans. Ce pays, c'est pour tous ces jeunes qui ont 20-30 ans et c'est à eux de s'impliquer en politique comme dans tous les pays d'Afrique pour pouvoir faire pencher la balance, non pas dans le camp nécessairement, dans un camp ou dans l'autre, mais dans le camp de ceux qui portent le Congo vers son développement. La volonté du peuple congolais. Et quand vous évoquez justement cette capacité de la société africaine et de la jeunesse africaine à prendre son destin en main, mais Elie, moi je suis tenté de vous poser la question, à la suite de ce qu'on a vécu au Congo et un peu plus avant du côté du Burkina Faso, qu'est-ce qui fait finalement que dans un pays comme le Burkina Faso, on ait vu ces ingrédients porter du fruit et qu'au Congo, cela ne marche pas? Voilà, c'est une très bonne question. Vous devez poser la question même ici chez vous au Cameroun. Qu'est-ce qui fait que la jeunesse camerounaise n'est pas capable de s'organiser comme la jeunesse
burkinabè, aux sénégalaises, nigérianes, maliennes et tout. Je crois que c'est un problème de culture. C'est qu'on est dans deux blocs régionaux différents. L'Afrique centrale n'est pas comme l'Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est un héritage. Vous voyez une malédiction en Afrique centrale? Non, dit malédiction, ce n'est pas trop dit. C'est que moi, je pense, ça peut être un peu difficile, un peu excessif, mes analyses. C'est que je dis, c'est deux peuples. Il y a un peuple qui est jouissif, il y a un autre peuple qui est plus conscient. Les peuples de l'Afrique de l'Ouest sont plus conscients. Et puis la société civile en Afrique de l'Ouest... C'est quand même... Je dirais pas jouissif. C'est quand même pas très gentil. Je dirais pas jouissif. Le plus grand génocide, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en considération dans cette analyse-là. Les plus grands génocides du siècle dernier et même de ce siècle se passent en Afrique centrale. Hein. Ça ne se passe pas ailleurs. On vous dira il y a eu 6 millions de Juifs tués pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a, avant ça, au Congo, au début du siècle, il y en a eu 10 millions. Et aujourd'hui, vous avez, dans un pays comme le Cameroun, il y a eu près de 3 millions de personnes mortes entre les années 1884 et les années 1970. Plus de 3 millions de personnes assassinées dans ce pays. Ces choses-là contribuent malheureusement à influencer, ces choses influencent la manière dont les gens perçoivent le jeu politique. Et l'enjeu de la paix devient oui, voilà, parce qu'ils perçoivent le jeu politique comme quelque chose d'extrêmement dangereux et cela limite leur engagement dans la politique. C'est pour ça que je vous parlais de la société civile. Je suis content que vous ayez parlé de culture, parce que malheureusement, il faut bien qu'il y ait des gens qui viennent leur dire « ce pays est le vôtre » et qui aient des arguments non pas émotionnels, non pas des arguments tribaux, mais qui aient des arguments légaux, des arguments objectifs politiques qui vont leur démontrer que c'est cela. C'est ce que Thomas Sankara a fait au Burkina Faso. Et c'est grâce à cela qu'au Burkina Faso, vous ne pouvez plus aujourd'hui voler le Burkina au peuple burkinabé. Alors, Elie, on va continuer avec vous. Vous voyez d'autres raisons qui fassent que finalement, en Afrique de l'Ouest, on a l'impression que ça peut bouillonner et aller un peu plus vite qu'en Afrique centrale? Oui, il y a aussi ce problème d'appartenance ethnique régionale en Afrique centrale qui est trop prononcé. Vous voyez par exemple au Cameroun ou au Congo, quand il y a un truc, on t'appelle, on te dit d'abord il faut savoir que tu es du Sud, l'autre est du Nord. Et les politiques jouent sur ces genres d'aspects. On le voit aussi en Côte d'Ivoire avec les problèmes du Nord, du Sud. Oui, il y en a. Ça se ressent quand même aussi. Il y en a, mais le problème c'est que la différence entre la société civile qui existe là-bas, ils sont plus organisés, ils ont une culture de contribution plus que le nôtre. Le nôtre, c'est quoi? On a une société civile qui s'est dit, moi je suis médecin, lui il est chef de parti, il n'a que le CAP, qu'est-ce qu'il peut me dire? On passe tout le temps à critiquer l'opposition au lieu d'être un facteur de contribution pour donner l'énergie et contribuer à cette opposition. Je voulais vous rappeler qu'au Burkina Faso, on peut tout reprocher à l'opposition, mais ceux qui ont mené le front contre la dictature de M. Blaise Compaoré, c'est la société civile et la jeunesse. Absolument. Donc, c'est la même chose. Et même au Congo, on peut toujours dire, on a vu émerger une jeune fille qui s'appelle, par exemple, Gilda Mounsara. C'est une jeune fille, je ne crois même pas qu'elle a 30 ans. Il y a les Wilfried Kivuvu. Il y a un certain groupe de jeunes Congolais qui s'y mettent. Et puis l'opposition aussi. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'opposants au Congo où il n'y a personne pour remplacer Denis Sassou Nguesso. Justement, il va peut-être falloir explorer ça. Vous qui avez une meilleure connaissance justement de ce paysage politique, on reviendra tout à l'heure sur l'image qu'on pourra avoir de ce paysage, mais est-ce que vous avez l'impression justement qu'on a des figures politiques aujourd'hui, au-delà même de cette classe politique comparable à la génération de Sassou Nguesso, des nouvelles figures politiques sur lesquelles on pourrait s'appuyer, le Congo pourrait s'appuyer pour avoir... Exactement. Que ce soit dans la majorité présidentielle ou dans l'opposition. À l'opposition, vous avez quelqu'un comme Mathias Nzong. Il a été ministre de Sassou Nguesso pendant Sassou I, ministre des Finances. Il y a aussi les gens comme Pascal Tchati Mabiala, qui est le président, qui est le secrétaire général du grand parti de l'opposition intraparlementaire, l'UPADS. Il y a les gens comme Clément Mirassa, qui sont aussi des gens qui peuvent demain remplacer valablement Denis Sassou Nguesso. Il ne faudra pas que, comme les Sassouistes, comme on dit, disent que après Denis Sassou Nguesso, c'est le chaos. Non, il faudra qu'on leur rappelle qu'avant Sassou Nguesso, il y a eu Fulbert Youlou, il y a eu Massamba Deba, il y a eu Mariam Gwabi, il y a eu le général Yombio Pango, il y a eu Pascal, il y a eu comment on appelle le professeur Lissouba. Donc après Sassou Nguesso, il y aura quelqu'un d'autre. Et dans l'opposition, vous avez quand même quelqu'un qui est prêt pour gouverner le Congo, c'est Nzong Mathias. Mathias Nzong
a l'expérience qu'il faut. Parce que souvent, pour gouverner un pays, il faut quand même les gens qui sortent du sérail, qui ont une capacité. Voilà Mathias Nzong que vous voyez à l'écran. Donc, je pense qu'il faut voir tout ça. Et même maintenant, au sein de la majorité, vous avez les jeunes comme, comment il s'appelle ce gars, Léon Juste et Bombo, qui dit qu'il est sassouiste. C'est quelqu'un qui peut valablement remplacer Denis Sassou Nguesso. Il y a des gens comme le ministre Adada. C'est des gens qui peuvent aussi, il ne faudra pas que même au sein du parti au pouvoir, qu'ils pensent que sans Sassou, rien n'est possible. Alors, on va, en attendant que cela n'advienne, hein, l'alternance et éventuellement le remplacement de Denis Sassou Nguesso, le référendum ouvre une voie tout à fait prévisible, n'est-ce pas, à un éventuel nouveau mandat au président Sassou Nguesso. Dernièrement, vous évoquiez la possibilité d'une élection présidentielle anticipée. Exactement. Mais il y a aussi qu'on a évoqué la question du général Jean-Marie Michel Moukoko, qui est actuellement le commandant en second, n'est-ce pas, de la force d'intervention du côté de la RCA, derrière le Camerounais, le général Toumentan. Est-ce qu'on n'a pas aussi fait de ce général-là une possible alternative au président Sassou Nguesso? Je pense que ce qui a fait que le nom de général Michel Moukoko circule est que voilà un général loyal et républicain et que c'est grâce à lui qu'il y a eu la conférence nationale au Congo. Sachez-vous, bon, on peut toujours souvent apprécier Denis Sassou Nguesso qu'il n'a pas vu, il a laissé couler, il a laissé le déroulement de la conférence nationale souveraine dans le pays. Mais il faut savoir que c'est parce que le général Moukoko était le chef d'état-major et il a dit la politique aux politiciens. Et puis l'armée est là pour la sécurité du pays. Donc il a laissé que cette conférence nationale puisse se tenir jusqu'à sa fin. Donc les gens ont donc cru que, entre guillemets, et c'est gens de la société civile encore, comme Yam Timba disait, qui disaient non, l'opposition est très faible, quelqu'un qu'on peut accepter que tout le monde. Et puis aussi l'aspect tribal, on dit que lui vient du nord du Congo, donc c'est lui que dans l'armée on peut accepter, ça serait le général Moukoko. Mais je pense que le général Moukoko lui-même, tout en étant un militaire, il n'a pas de parti politique, parce que pour gouverner un pays, il faut avoir une base. À moins qu'on fasse un coup d'État dans un pays pour qu'il vienne. Mais je pense que le Moukoko, oui, il a de l'expérience, il a une crédibilité parce il est à l'image d'ailleurs. Il est à l'image, voilà le général Jean-Marie Moukoko. Il a une crédibilité, c'est un Saint-Syrien, mais je pense que oui, il a le rôle à jouer. Peut-être s'il y a un certain genre de transition qui va se faire, mais j'ai peur qu'il n'y aura pas de transition parce que quand le président Sassou Nguesso a décidé d'organiser une élection présidentielle anticipée, soit en décembre, soit en janvier, et puis il va peut-être ouvrir et faire un peu à la Robert Mugabe un gouvernement d'union nationale, ce qu'on a vu au Zimbabwe ou ce qu'on avait vu au Kenya avec quand il y a eu les élections qui ne respectent pas les normes. Non, Moukoko, c'est quelqu'un de bien, il a un héritage, mais de l'autre côté, est-ce que Moukoko a le courage, parce que tout ça, il faut le courage aussi. Est-ce qu'il a le courage de venir affronter le Denis Sassou Nguesso, tout en sachant le passé, ce que les Denis Sassou Nguesso lui ont fait? C'est ça la grande question. Une question à laquelle nous, on ne va peut-être pas répondre ici, mais avec vous, Yam Timba, je voudrais un regard analytique quand même autour de cette question de constitution qui ébranle pratiquement le céréal africain. Le Congo est peut-être un cas. On a envie les frais du côté du Burundi. Le Rwanda a été touché. Le Cameroun, avec une subtilité artistique politique, a réussi quand même sa transition dans sa modification. Finalement, on a des problèmes. Le Burkina Faso a plongé dans une crise à cause d'une question de constitution. Mais il y a quand même que derrière l'observation qu'on peut faire de ces constitutions-là, en prenant le cas du Burkina Faso, on se dit, mais on ne voudrait pas modifier la Constitution tant qu'on n'est pas au pouvoir. Mais dès qu'on a les rênes du pouvoir, on est prêt à la modifier. Même la transition au Burkina Faso a touché une Constitution qu'elle ne voulait pas voir toucher avant la chute de Compaoré. Il y a quand même un problème fondamental. On a l'impression que les Africains ont accepté les constitutions, sachant qu'elles ne valaient pas et qu'elles n'allaient finalement pas aller avec leur contexte. Nos constitutions ont un problème de fond, c'est que nos constitutions n'ont aucune résonance, aucune consonance avec nos cultures. Ça n'a aucun lien réel avec les lieux culturels, spirituels d'où nous venons. Du coup, nos constitutions n'ont pas plus d'importance réellement que n'importe quelle
banale règle quotidienne que nous rencontrons et sur laquelle nous pouvons nous entendre. Pensez que c'est une copie altérée de quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Demandez à n'importe quel chef d'État africain s'il est capable de changer les règles du mariage dans son village. Il n'osera pas, il ne le fera pas. Il ne peut pas le faire. Tout président de la République qu'il est, il ne peut pas changer les règles du mariage dans son village. Pourquoi? Parce que ces règles existent depuis des millénaires et que ces règles-là, il s'y est soumis et que ça résonne en lui comme son être-là, comme sa raison de vivre. Or, nos constitutions ne sont pas fondées là-dessus. Nos constitutions ne sont pas bâties, inspirées, écrites avec le sang de ceux qui ont gagné l'indépendance de nos pays. Et la conséquence, c'est que les chefs d'État qui arrivent ne les respectent pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, cette constitution signifie pas grand-chose. Les solutions importées, vous dites? Solution importée, vous respectez au moins la caméra qui est là, elle est importée. Mais ça a moins d'importance aux yeux de la plupart des chefs d'État africains que cette caméra a de l'importance pour vous qui êtes journaliste ici. Pour une raison toute simple, c'est que la plupart de nos constitutions, d'ailleurs, n'ont pas vraiment été écrites chez nous. Et quand elles ont été écrites chez nous, elles ont été révisées par un juriste moyen quelque part qui ne comprend rien du tout aux conditions de vie et aux éléments culturels d'un pays comme le Congo, le Cameroun ou le Burkina Faso ou le Burundi. Et par conséquent, cette constitution n'a aucune valeur sentimentale. Quand vous voyez un Américain devant la constitution des États-Unis, il pleure. Quand vous prenez n'importe quel chef d'État africain et qu'il commence lui-même à vous raconter comment on épouse une femme chez lui, comment on respecte le chef chez lui, il pleure. Mais devant la constitution de son pays, il s'en fout. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun lien avec ce qui constitue son identité profonde. C'est ça le problème des constitutions en Afrique. Et dès que vous avez dit ça, vous commencez à comprendre que malheureusement, ce qui compte, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Et à terme, même lorsqu'on n'arrive plus à construire son pays, on veut se maintenir parce qu'on se dit, si je suis là parmi des millions de mes compatriotes, je dois avoir une mission divine. Mais non, vous n'en avez pas une. Vous êtes un être humain qui s'est retrouvé à diriger son pays et la loi dit que vous ne devez pas continuer. Vous vous arrêtez là. C'est d'ailleurs montrer, faire preuve de respect pour son peuple. Ce que monsieur le président Sassou a fait au Congo, c'est un manque de respect terrible. C'est même à la limite. C'est-à-dire que ça montre à quel point il ne respecte pas son peuple. Et là, ce qui est fait est fait. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que lorsque l'opposition ira à ce débat, il faudra que l'opposition prenne le temps d'impliquer la société civile. En impliquant la société civile et les jeunes et les femmes, ça va permettre qu'il y ait un débat qui ira au fond et qui va peut-être être une chance pour le Congo. Quelquefois, d'un grand mal peut sortir un bien. C'est tout ce qu'on peut espérer pour le Congo-Brazza, que de ce grand mal qui semble être celui de ce référendum, un grand bien sorte. Alors, Elie Smith, pour sortir, quelle est l'image, en tout cas le paysage que vous envisagez pour le Congo? Le paysage que j'envisage pour le Congo... Sur le plan politique, tout au moins. Sur le plan politique, c'est qu'il faut qu'elle soit apaisée, donc il faudra que ce soit inclusif. Donc, comme le mal est déjà fait, il faudra que l'opposition congolaise et la société civile prennent leur mal en patience sur la négociation, comme il a dit, impliqué. Mais je pense aussi, ce qui tue beaucoup nos Africains, nos pays africains, c'est que nos soi-disant intellectuels n'ont pas été capables de produire des constitutions qui reflètent la réalité africaine. Par exemple, je connais un docteur qui est à l'université de l'Ouest, le docteur Enel, qui a dit, par exemple, quand vous regardez la culture téké au Congo, personne n'y reproche. Ou ici, là, quand vous êtes au pays Bassa ou au pays Bamileke, vous voyez comment les gens admirent la royauté Bamileke ou Bassa. C'est parce que c'est intrinsèque, ce n'est pas exogène. Il faudra que nous soyons capables de produire quelque chose d'intrinsèque, donc endogène, au lieu d'importer des choses de l'extérieur. Et pour conclure, je pense que Sassou Nguesso a très mal fait pour le Congo. Il a détruit le capital que les Congolais devaient avoir en lui, uniquement parce qu'il veut rester au pouvoir. Et rien que pour le mais ça ne me surprend pas. Quand vous lisez ces livres, vous voyez quand il y a quelqu'un qui dit que j'ai été chef à 10 ans, ça veut dire qu'il pense qu'il ne peut qu'être président de la République. Une mission divine. Une mission divine. Alors, on va s'arrêter sur ces termes-là. En tout cas, le référendum, il s'est tenu, le résultat est là. La voie est donc ouverte pour un nouveau mandat du président Denis Sassou Nguesso. Maintenant, ce qui importe, c'est certainement la paix de ce côté et la capacité de tous les acteurs
autant le parti au pouvoir que la classe politique de l'opposition et la société civile, de se mettre ensemble pour trouver une solution et un retour finalement à un consensus, n'est-ce pas, qui pourra permettre de gérer et aussi permettre au Congo de retrouver, n'est-ce pas, l'élan de développement et de croissance qu'on espère de ce côté. Et quand on parle de constitution, le professeur Kouma Ndoumbe III aime souvent à le rappeler que du côté du Mali, bien avant même les Occidentaux, on avait déjà les prémices d'une constitution. Et c'est bien dommage que l'Afrique aujourd'hui a autant de mal à avoir une constitution, alors que dans des empires de cette époque-là, on avait déjà des constitutions en Afrique. On va espérer simplement que ce cas, n'est-ce pas, du Congo puisse servir de leçon, même si du côté du camp présidentiel de Sassou Nguesso, on dira que le Congo et Sassou n'est pas le premier cas de modification. Il ne sera peut-être pas le dernier cas de modification. Mais en attendant, on est un peu plus tranquille de savoir que les morts ne se sont pas comptés en dizaines, même si quand il y en a déjà un seul, 4 morts, c'est année. Voilà. Donc, sur ce, on va se séparer. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté votre attention. Les programmes de la chaîne bleue se poursuivent. À très bientôt pour un autre rendez-vous autour d'un débat sur la chaîne 2, Canal 2 Info.